Ces enfants là vont parler de musique, d'accord, particulièrement le blues, le jazz, etc. Et nous suivons pile parce que c'est bon pour votre culture, prenez des notes, c'est important. Et rapprochez-vous, qu'est-ce qui commence? Bonjour. Le groupe composé de Yanira, Leila, Exantius, Neissa et moi, Samula, va vous parler du jazz et du blues, deux genres musicaux historiques. Entre 1619 et 1776 se situe la période coloniale. Environ 1 million d'esclaves sont déportés contre leur volonté au Nouveau Monde. 85% d'entre eux proviennent de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément de la zone des savanes, s'étendant entre le Sénégal et l'Angola actuel. L'esclavage aura des conséquences profondes et irréversibles sur l'histoire de la musique. Tout au long de l'histoire, la musique a permis aux Noirs d'Amérique de préserver leur unité et leur culture, d'assurer, face à l'esclavage puis à la ségrégation raciale, leur autonomie, d'affirmer leur différence et leur fierté. Les Noirs déportés n'ont pu emporter l'instrument. C'est donc de leur mémoire et de la terrible nécessité de s'accrocher à leurs croyances et expressions ancestrales, comme la tradition orale, que ressurgissent des chants et probablement des instruments. Ils vont donc chanter des chants en s'accompagnant du rythme de leurs outils, d'où le blues et le jazz prennent leur source. De ce fait, nous retracerons les origines historiques du blues et du jazz et mettrons en valeur leur rôle dans le combat des Noirs. Le blues prend sa source des chants et manifestations des esclaves noirs déportés d'Afrique aux États-Unis, plus précisément des travailleurs dans les champs de coton du Sud. Durant ces siècles de servitude, les esclaves, arrachés à leur Afrique natale, chercheront des moyens pour survivre à leurs conditions de vie inhumaines. Dieu et la musique seront leur seul réconfort. Pour se donner du courage lors de leurs durs travaux, les esclaves vont chanter des chants en s'accompagnant du rythme de leurs outils. C'est ce qu'on appelle les work songs. Ces chants prenaient la forme d'un question langage, always and feel always, entre un meneur et deux esclaves qui lui répondaient en chœur. Les propriétaires blancs vont ensuite apprendre à leurs esclaves leurs chants religieux que ces derniers vont chanter à leur source. C'est ce qui donnera le négo spirituel, dont les textes sont inspirés d'épisodes de la Bible ou des testaments, mais qui parlent de leurs conditions, de leurs souffrances, puis plus tard au gospel, dont le texte est plus doux. En 1865, la guerre de sécession, une guerre civile entre le nord et le sud des États-Unis, et l'abolition de l'esclavage font triompher la liberté dans les États du Nord. Mais dans le sud, ce sont toujours des nègres, des sous-hommes sous la prise du pouvoir blanc. Au sud, le nombre d'esclaves est bien plus élevé et il n'est pas question de les exclure en quoi que ce soit, qu'il s'agisse de la religion ou de l'anglais, car ils ne sont pas considérés comme des êtres humains. C'est seulement au XVIIIe siècle et après la guerre d'indépendance que la situation s'inverse et que tous les esclaves sont évangélisés avec des conséquences sur le plan musical. Les activités religieuses noires sont soumises à un contrôle très strict et à des limitations excessives. Au sein de la communauté, le prédicateur joue un rôle très important, sorte de médiateur entre les esclaves et le pouvoir. Il sert à la fois de guide, de chef spirituel, de meneur de chant et de théologien. Bon nombre de chants traditionnels spirituels voient alors leurs paroles acquérir un sens nouveau. Les thèmes d'origine biblique, déjà transformés en chants propres à la culture africaine et au peuple noir dans les campagnes, deviennent alors des appels à la terre promise, dont le deuxième sens signifie le nord, c'est-à-dire l'émancipation et la liberté. Une fois la servitude abolie, des millions de ces esclaves quittent progressivement les plantations du Sud à la recherche de nouvelles opportunités. Beaucoup d'entre eux restent dans le Sud en raison de problèmes économiques et sociaux, reflétés notamment par l'omniprésence de lois anti-noirs. La plus grande exode est celle de 1914, où des milliers de Noirs partent de les villes industrialisées du Nord, comme Chicago, New York ou Détroit. Le blues se voit comme un registre faisant écho au sentiment de ce peuple afro-américain, dorénavant libéré de la condition d'esclave, et soulève dès lors de nouvelles questions sociales et économiques.
Ce registre s'instaure comme la première représentation de l'affirmation des Noirs aux États-Unis. À la fin du XVIIIe siècle, de nombreuses églises afro-américaines voient le jour aux États-Unis. Celles-ci sont fortement imprégnées de la culture noire américaine. L'Église noire a agi comme un mouvement social au nom de la communauté afro-américaine. Elle est devenue un lieu de liberté qui a peu à peu soutenu les fondements de leurs expressions politiques et de leurs exigences de justice sociale. On y chante du Negro spiritual, du gospel, ces chants de l'œuvre se rapprochent très fortement du blues. Le blues est donc emprunt à cette culture afro-américaine et détient également une connotation religieuse. Le plus souvent, il est une musique plaintive et mélancolique qui correspond à l'intégration progressive mais marquée par l'exclusion sociale des Noirs de la société américaine. Le jazz trouve son origine de ce blues qui devient instrumental, prend une forme dérivée à l'encontre de la tradition européenne. Le jazz est né de la fusion des cultures africaines et européennes, qui s'est produite lorsque les deux cultures se sont rencontrées dans un lieu commun, les États-Unis. Le sud des États-Unis est le lieu de cette effervescence musicale qui voit naître le blues et le ragtime. Très vite, ces sonorités se diffusent dans tout le pays. Mais c'est à la Nouvelle-Orléans, au quartier de Storyville, que le ragtime, une fusion entre la musique africaine et le classique européen, se transforme en jazz dès les années 1910. La vie musicale de la Nouvelle-Orléans signe la préhistoire du jazz avec l'émergence des premiers stars du chant tels que les cornetistes africains, Buddy Bolden, King Oliver ou encore Louis Armstrong. Cependant, c'est un orchestre blanc, l'original Dixieland Jazz Band, qui enregistre le premier disque de jazz le 26 février 1917. En 1917, le gouvernement fait fermer le quartier de Storyville à Nouvelle-Orléans, ce qui a pour conséquence de faire émigrer les musiciens de la Nouvelle-Orléans vers Chicago et New York, qui deviennent les nouvelles capitales du jazz. C'est surtout dans les cabarets de Chicago que le style du jazz de la Nouvelle-Orléans va s'épanouir et se faire connaître, puis évoluer vers le style du jazz de Chicago, qui se caractérise par une importance accrue des solos. Le jazz a évolué très rapidement tout au long du XXe siècle. Depuis, il existe de très nombreux styles de jazz, parfois très différents les uns des autres. Le jazz possède donc une très grande diversité de styles, parfois très difficiles à reconnaître comme étant du jazz. Le jazz exprime la recherche de liberté. Il est considéré comme la première forme artistique à s'être développée aux États-Unis et dans le monde entier. Il explique d'un point de vue personnel les angoisses, les désirs, les joies et les douleurs que le bluesman a connues pour s'être intégré dans la société blanche après l'abolition de l'esclavage. Pourtant, malgré celle-ci, la ségrégation raciale est toujours présente au XXe siècle. Et aussi, la question raciale traverse l'ensemble du carrière du jazzman qui est uniquement considéré par la couleur de sa peau. Bien qu'il y ait des aspects négatifs, le jazz a été tout de même un facteur important de l'histoire sociale des États-Unis. Non seulement comme art formel, mais pour avoir promouvoir l'histoire sociale des Afro-Américains, les promouvant à un certain standing grâce à la musique, expression de leurs sentiments. Aux États-Unis, la musique a donc joué un rôle considérable dans le processus d'émancipation des esclaves noirs et de leur reconnaissance par les Blancs. Paradoxalement, le blues et le jazz, en plus de leur influence musicale monumentale, sont aujourd'hui considérés comme des genres à destination d'une certaine élite socioculturelle. Ils ont durablement marqué la culture moderne, chants des sports de toute une époque et bandes de sons iconiques. Ils ont notamment progressé sous l'impulsion de la composition, de l'improvisation et de l'interprétation. Ils ont fait leur place au sein de la société américaine, en même temps que les Noirs américains acquéraient de nouveaux droits. Ils ont donc contribué largement au combat des Noirs pour se faire reconnaître d'abord pour leur musique, ensuite pour leurs droits. La rencontre entre leur diversité de musique européenne et l'esprit musical africain a donné naissance à une série d'expressions qui, sans cette conjugaison des fluos, ne présenteraient pas les caractéristiques que nous leur connaissons aujourd'hui. En effet, la musique afro-américaine d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est sans l'histoire des Noirs d'Amérique. Qu'il s'agisse de musique sociale de situation, le blues, de revendication ou simplement d'expression, la musique afro-américaine est actuellement omniprésente dans le monde et continue à porter un message de liberté pour le peuple noir.
bonne présentation, à part peut-être de petites choses, une ou deux fautes dans la précipitation. Mais c'est quand même, j'ai aimé la manière dont ils ont maîtrisé leur texte et surtout comment la conclusion s'est faite. Je voudrais demander à la direction quelque chose. Est-ce qu'il y a moyen justement que, je sais qu'il y a le calendrier est hyper chargé, mais est-ce qu'il y a un moyen que ceux qui n'ont pas pu profiter de ces exposés-là puissent pendant la semaine prochaine ou quelque part écouter ça? Parce que je crois que ce travail sur le jazz est important. Donc j'aurais aimé, si la direction accepte bien, que l'on puisse présenter ceci aux autres élèves, par exemple de première ou de seconde qui avaient demandé une place mais qui n'ont pas pu trouver parce qu'on avait vendu tous les tickets. Est-ce que des questions? Le cher Philippe. Oui, est-ce que vous avez des artistes qui font du jazz que vous connaissez? Miles Davis ou encore Boldy Bolton qui est le père fondateur du jazz. D'accord, merci. J'ai aimé comment elle a répondu. Elle a donné deux noms avec une assurance qu'on ne peut pas en dire plus. Il sous-entendu, nous avons l'autre. Mais bon, on ne va pas exagérer. Normalement, et ces travaux-là, depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui, devaient justement constituer des archives. Parce que ces enfants qui ont travaillé, ce que j'aurais conseillé, c'est avoir un cahier où on inscrit tout ça. Donc, ce travail a été fait. On a l'année, la classe, les noms, et c'est dans ce cahier. Mais c'est vraiment un grand cahier. Et maintenant, c'est gardé à la direction ou bien la bibliothèque. Quand il y aura d'autres élèves qui auront un travail à faire, ils vont faire des recherches comme si c'était YouTube ou Wikipédia ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment considéré comme archive. Et comme ça, je pense que ce serait vraiment bien pour l'établissement. Et ces élèves, à ce moment-là, vont rester dans l'école, ils vont laisser leurs traces, et les autres qui vont venir vont pouvoir se servir d'eux comme source d'information. Je remercie Michael aussi et Papi, mais cette démarche a déjà été entreprise et ça existe. Sauf que ce n'est pas aussi bien organisé que Michael le propose, parce que les enfants doivent donner un support écrit de leur travail. Et ce support écrit est conservé. Mais c'est vrai que si on faisait quasiment un répertoire par année pour les différents exposés qui ont eu cette année. D'autres questions? S'il y a pas de questions, attends, il y a une question. Bonjour. Merci pour votre exposé qui était bien argumenté. Mais vous avez dit dans votre introduction que le blues et le jazz sont la tentative des Afro-Américains de maintenir de préserver leur culture. Cependant, si on regarde les influences du jazz et du blues, on voit aussi la présence de beaucoup de musique occidentale, une musique occidentale, notamment le classique, la marche. Ok? Vous l'avez dit. Donc, est-ce que c'est vraiment essayer de préserver leur culture ou simplement le fait de vouloir simplement le reflet de leur désir de liberté? Super question. J'aurais aimé appuyer leur avis sur le sujet, c'est l'avis de l'Hélène aussi, par rapport au fait que les Noirs venus d'Afrique ont été des esclaves. Et
la plupart du temps, ils ont été colonisés au nom de l'Église catholique. Et, tu as dit? Bon, ils ont été asservis au nom de l'Église catholique et de la Sainte Vierge Marie. Mais maintenant, le problème, c'est que quand tu es asservi, en tout cas dans le temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'on t'enlevait toute ton identité. Et en t'enlevant ton identité, je veux dire qu'ils changent le nom que tu avais, ils te baptisent, ils te disent que, ils te font savoir que littéralement toute l'identité, tout ce qui constituait toute ton identité culturelle, que tu dois abandonner tout cela et être baptisé au nom de l'Église catholique et devenir une nouvelle personne. Et par cette forme d'acculturation, on t'empêche aussi de vénérer tes anciens dieux. Et par exemple, on a un exemple vivant dans notre culture. Les Noirs qui sont venus en Haïti et qui ont été des esclaves, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une certaine transcription de leur identité spirituelle en Afrique vers ce qu'ils étaient obligés de vénérer à l'intérieur de l'Église catholique. Ce qui fait qu'à présent, ils peuvent faire certaines invocations des dieux de l'Afrique à travers une image et d'une entité relevant de l'Église catholique. Et donc, de là étant, on peut comprendre que les Noirs aux États-Unis, ils étaient obligés de tout abandonner. Mais ils se sont battus et cette forme de résistance, c'était... Bon, ils voulaient rester vivants quand même, et pour rester vivants, il ne fallait pas faire à voix haute ce qui leur était interdit de faire, mais ils ont résisté à cette forme d'acculturation en faisant une transcription de leur identité culturelle africaine dans l'identité qu'on leur obligeait à accepter. Est-ce que tu vois? Je vois, je vais même nommer ça, ça s'appelle le syncrétisme. D'accord. Mais il y a un autre aspect que je voudrais signaler. La question de Raphaël est... Je n'ai pas trop en contradiction avec ce que vous avez dit. Parce que Raphaël a parlé de liberté. Et je pense qu'avec l'explication de Dédé, on peut bien comprendre que l'être humain, quand il s'exprime, peut se servir d'éléments d'apport autres. Ce qui s'est passé avec les indigénistes. Les indigénistes, c'est pas simplement la culture africaine, mais il y a eu aussi des influences occidentales dans l'expression de l'indigénisme. Donc, tout ceci pour dire que la liberté, c'est à la fois une quête de liberté, et en même temps, il pouvait s'inspirer de ce qui leur était imposé. Mais finalement, la musique, comme tu dis, c'est la musique. Et le jazz n'est pas une musique qui est contre, par exemple, le classique, au contraire. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est justement cette union pour dire quelque chose qui sort de leur trip. Et c'est ça qui est intéressant quand tu as parlé de liberté, la liberté aussi de s'ouvrir au monde. D'accord? Et comme disait Nelson Mandela, de pouvoir, même à travers la langue de l'oppresseur, exprimer ce qu'on ressent. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'aimerais ajouter quelque chose. Il faut aussi noter qu'en 1920, l'industrie du disque était interdite aux Noirs. C'est pourquoi les Blancs ont profité du système pour même dire que c'est eux qui ont inventé le jazz et ont pu enregistrer le premier disque de jazz en 1917. Ah ouais, ils ont dit ça dans la... Est-ce que vous pouvez nous dire en général que l'Église a joué un rôle important dans la lutte des Noirs? On va pas dire l'Église catholique, les Blancs ont permis aux Noirs de faire une église, mais ils suivaient tout ce que les Noirs faisaient. Et donc les Noirs ont utilisé
le héros biblique comme Moïse qui prenait la liberté pour faire des musiques et pour passer des messages codés qui disaient tout ce qu'ils allaient faire dans le futur. Et aussi, lorsqu'il chantait, et il disait souvent la terre promise, ce qui avait un autre sens, ce qui signifiait le Nord ou le Canada, où l'esclavage était interdit. Donc, en fait, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que la musique, justement, c'est pour transmettre un message. Peu importe le style, peu importe ce que vous faites, mais il y a un message. Et quand quelqu'un chante, que ce soit instrument ou parler ou chanter, quel que soit le style, mais c'est pour transmettre un message. C'est l'essentiel et on peut chanter à sa façon. Bonjour, j'ai beaucoup aimé l'exposé, c'était bien fait. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que cette essence du jazz et du blues sont encore présents dans la culture afro-américaine de nos jours? Je pense que oui, parce que la musique afro-américaine provient principalement du jazz. Donc le jazz représente les racines world qui ont permis à la musique afro-américaine d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, le rap conscience provient du jazz et presque toutes les musiques d'aujourd'hui, les musiques afro-américaines d'aujourd'hui trouvent leur origine à partir du jazz et du blues. J'aimerais vraiment rajouter, juste pour appuyer ce qu'elle a dit, comme par exemple il y a l'album de Kendrick Lamar par exemple, qui est People Butterfly. C'était vraiment basé sur, il s'est inspiré du jazz pour faire tout l'album, et après ça a gagné un prix qui est vraiment seulement réservé pour par exemple les journalistes, les critiques. Donc c'était un vraiment grand prix. Et après, on peut aussi observer partout dans le monde, on va voir vraiment l'influence du jazz. Déjà, on peut le voir ici avec le compas, on peut le voir au Brésil avec le bossa nova, on peut le voir même dans les musiques japonaises, ils vont utiliser des cordes qui viennent du jazz. Et après, même si le jazz, comme par exemple le jazz qui est vraiment pur, comme je dis pur, mais qui est vraiment difficile à écouter, peut-être ça c'est pas aussi populaire que peut-être auparavant. On va voir l'inspiration du jazz qui inspire toujours les artistes d'aujourd'hui, et ceci dans n'importe quel genre. Et c'est pas seulement afro-américain, mais vraiment n'importe où. Merci beaucoup. Applaudissez-les encore, s'il vous plaît.